Bonsoir mes amis et bienvenue dans cette nouvelle étape de notre voyage à travers la littérature russe sous le regard psychologique. Ce soir, on plonge dans les carnets du sous-sol, un court roman troublant et inconfortable de Fiodor Dostoïevski, publié en 1864. C'est le monologue d'un homme qui pense trop, qui doute de tout, et qui finit par se saboter lui-même, par gâcher son existence, en refusant de la vivre et de l'habiter. Un personnage très lucide, trop lucide et profondément seul. Un personnage qui nous ressemble peut-être plus qu'on l'imagine, comme on va le voir. On présentera d'abord brièvement le contexte dans lequel ce texte a été écrit. Puis je vous résumerai l'intrigue, avant de plonger dans une analyse psychologique fine du narrateur. Je veux dire de ce personnage à l'esprit brillant, mais qui finit par se détester lui-même. Je vous rappelle aussi qu'on avait déjà parlé d'un autre grand roman de Dostoïevski sur la chaîne, L'Idiot, dans une vidéo en duo avec Laurent. Je vous mets le lien dans la description ci-dessous si vous souhaitez le découvrir. Fiodor Mihaïlovitch Dostoïevski naît en 1821 à Moscou et meurt en 1881 à Saint-Pétersbourg. Il est l'un des plus grands écrivains russes du XIXe siècle, connu pour ses romans monumentaux comme Crime et Châtiment, Les Frères Karamazov et bien d'autres. Mais derrière ces chefs-d'œuvre, il y a une vie marquée par la douleur et les bouleversements. Arrêté en 1849 pour activité politique, Dostoïevski échappe de peu à la peine de mort et passe plusieurs années au bagne en Sibérie. Cette expérience l'ébranle profondément, mais elle nourrit aussi sa sensibilité psychologique. Quand il écrit Les Carnets du sous-sol en 1864, il revient de loin. Il a déjà publié plusieurs romans importants, mais il cherche désormais à se dépasser. Je veux dire à aller plus loin dans ses écrits et à approfondir le fonctionnement de l'âme. Ce texte, Les Carnets du sous-sol, marque donc une étape décisive. Plus audacieux, plus intérieur et plus radical dans sa manière de sonder l'âme humaine. Ce court roman paraît dans un moment tragique de sa vie. Sa femme meurt en avril 1864, sa mère est malade et lui-même est accablé par les dettes. Et pourtant, dans cette détresse, il trouve un élan extraordinaire pour écrire, presque surhumain, en réponse à ce qui semble être une nécessité intérieure. Je me permets de parler de nécessité intérieure car, si je ne me trompe pas, Dostoïevski aurait exprimé dans ses lettres ou ses journaux que la littérature était pour lui une nécessité vitale. Il aurait notamment dit « J'écris pour ne pas mourir ». Et c'est dans cette tension entre effondrement intime et énergie créatrice que naît Les Carnets du sous-sol, une œuvre de rupture. Par œuvre de rupture, je veux dire qu'à partir de ce texte, quelque chose change dans l'écriture de Dostoïevski. Il ne cherche plus simplement à raconter une histoire, ni à décrire les milieux sociaux comme dans ses romans précédents. Il va même plus loin qu'une simple exploration des conflits intérieurs. Il entre carrément dans une forme d'introspection radicale. Je veux dire, il pousse jusqu'au bout, il amplifie à l'extrême le fonctionnement de l'âme humaine. Par exemple, il va jusqu'au paroxysme du mensonge à soi-même. Ou bien, il dépasse une position purement rationnelle en la déployant jusqu'à l'absurde. Et donc, comme on va le voir, cette œuvre annonce de grands thèmes poussés à l'extrême et qui marqueront la suite de son œuvre. La solitude,
le conflit intérieur, le refus du bonheur imposé et surtout le mensonge à soi-même. Les carnets du sous-sol est narré à la première personne par un homme sans nom. Il a 40 ans, autrefois fonctionnaire, et il vit reclus dans un petit appartement humide de Saint-Pétersbourg, qu'il appelle son sous-sol. Vivant d'une maigre rente, il affirme être malade, méchant et volontairement cruel envers lui-même et autrui. Il se vante de ne pas se soigner d'un mal de foie par pure méchanceté envers lui-même, et même de trouver une sorte de jouissance dans sa souffrance. En fait, il se décrit comme ayant volontairement cultivé sa maladie, notamment son mal de foie, pour affirmer une sorte de volonté négative. Dit autrement, notre narrateur se délecte de cette lucidité, même si elle est toxique pour lui. Il se complaît dans son propre effondrement. Il dit aussi détester l'homme normal, c'est-à-dire celui qui agit spontanément, celui qui se croit supérieur. Mais notre narrateur reconnaît en secret qu'il l'envie, cet homme normal, malgré tout. D'ailleurs, il exprime cette ambivalence de manière explicite. Il méprise l'homme d'action, mais il envie sa capacité à vivre sans se paralyser. Cette envie, il la ressent comme une honte. Et cette ambivalence est une composante essentielle de sa contradiction intérieure. Ce qui forme aussi la première partie du livre, c'est un long monologue où le narrateur expose ses pensées amères et où il se moque des illusions rationalistes. Je veux dire du rationalisme de son époque, qu'il considère comme une illusion. Dans son monologue, il se moque du progrès scientifique, il se moque de la toute-puissance de la raison, ou encore il se moque de l'idée que l'intérêt personnel mène toujours au bien. Dans ce monologue, seul et terré dans son sous-sol, notre narrateur crie à un lecteur imaginaire sa révolte contre l'homme normal. Cette première partie se termine brutalement quand le narrateur réalise que ses tirades ne mènent à rien. Seul, au fond de son enfer intérieur, il décide alors de faire une confession, raconter un souvenir autobiographique, qu'il intitule « À propos de neige fondue » et qui constitue la deuxième partie du livre. Cette deuxième partie du roman nous plonge dans deux souvenirs clés de la jeunesse du narrateur, quand il avait 24 ans. D'abord, une humiliation. Dans une salle de billard, un officier joue au billard, notre narrateur est sur son passage, et sans un mot, l'officier attrape notre narrateur, le soulève, le déplace comme un meuble. Notre narrateur est vexé, très vexé, il y pense, encore et encore. 2 ans passent, et il rumine encore, jusqu'à fantasmer un duel avec cet officier. Notre narrateur échafaude aussi des plans, des scénarios, tous plus ridicules les uns que les autres. Et puis un jour, notre narrateur ose. Dans la rue, il croise l'officier. Notre narrateur s'approche de lui pour le frôler de l'épaule, à peine, une touche discrète, calculée depuis des mois. L'officier ne bouge pas, il ne dit rien, il s'en fout. Mais notre narrateur, lui, il jubile, il a réussi, il l'a frôlé. Il a pris enfin sa revanche, 2 ans après. Vous voyez jusqu'où ça va dans sa tête? J'ai envie d'en rire, mais au fond c'est triste d'en arriver là.
Puis survient la soirée. Contre toute attente, il s'invite à un dîner d'anciens camarades de lycée. L'un d'eux fête son départ. Ils ne l'ont pas vraiment convié, mais lui, il vient quand même, convaincu d'avoir sa place, convaincu d'être supérieur à eux. Il arrive à l'heure et il n'y a personne. Ses anciens camarades ont décidé de venir en retard. 1 heure de retard, juste pour l'humilier. Finalement, ils arrivent, le repas commence, ils mangent, ils rient, ils boivent, ils se moquent de lui à demi-mot, ils le provoquent doucement, et lui, il encaisse, de plus en plus tendu. Il boit aussi, beaucoup trop. Il grimace, il claque ses bottes, il cherche à exister, il veut provoquer un duel, mais personne ne répond. Alors il se met à marcher, pendant 3 heures, d'un bout à l'autre de la pièce, sans raison. Et puis il s'effondre, il les supplie, il leur demande leur respect, il leur demande leur amitié. Il bredouille, il s'abaisse, mais eux ne le regardent même plus. Ils partent. Ils vont finir la nuit dans une maison close. Lui, il les suit comme un chien perdu, mais là-bas, il ne les voit pas. Il erre, puis il s'endort dans une pièce de la maison. Au petit matin, le narrateur se réveille dans la maison close, dans une pièce où se trouve une jeune prostituée, nommée Lisa. Tout l'étonne chez elle. Sa sensibilité naïve et surtout son apparition presque angélique. Il se lance alors dans un long discours d'amour idéal en comparant ce bonheur à l'avenir atroce que la prostituée risque d'avoir. Lisa est profondément touchée par ce discours et surtout par cet homme, jusqu'à vouloir le revoir quelques jours plus tard, désireuse de poursuivre cette étrange connexion avec lui. Mais dès leur deuxième rendez-vous, tout bascule. Quand Lisa arrive chez notre narrateur, elle le surprend en train de se disputer avec son domestique. Notre narrateur est pris en flagrant délit de médiocrité. Il sent son masque s'effondrer. Il a honte d'avoir été surpris par elle, par cette prostituée, dans cet état. Et dans sa honte et sa panique, il se met à pleurer, de manière confuse, mêlant honte, désespoir, solitude, peut-être même le besoin d'être consolé. Mais aussitôt, sa vulnérabilité le rend fou. Il change d'attitude, très vite. Il brusque Lisa de paroles violentes. Mais Lisa le comprend. Et quand elle tente de le consoler, il enrage d'être placé dans un rôle de dominé par rapport à elle. Notre narrateur la repousse violemment. Il lui jette froidement un billet de 5 roubles pour l'humilier. Et il la voit s'enfuir en pleurs. Notre narrateur veut soudainement la retrouver, peut-être dans un éclair de lucidité et de compassion qui le traverse, mais il ne la reverra plus. Le cœur des carnets du sous-sol est le portrait d'une conscience en conflit et tourmentée. Cet homme du sous-sol se définit par des contradictions permanentes. Il affirme être méchant et supérieur, mais il ne se soigne pas par pure vanité. Et il envie la simplicité de l'homme normal. Sa lucidité cruelle, qu'on avait abordée plus haut dans cette vidéo, le rend très sensible et à de nombreuses choses. Sa perspicacité, je pense donc à sa lucidité toxique, le pousse
à l'isolement. Son auto-analyse cinglante forme un mur en béton armé entre lui et les autres. Autrement dit, en savoir trop sur lui-même le paralyse. Sa conscience trop développée est comme un frein qui le fige sur place, dans son sous-sol, comme une inertie qui le retient inexorablement. Sa conscience trop développée le contraint à l'immobilisme. Je dois vous dire que l'état psychologique du narrateur m'a personnellement touché. Il m'a rappelé une période de ma vie où je prenais peu à peu conscience des freins qui m'empêchaient d'avancer, de mes freins intérieurs que j'ai souvent abordés sur cette chaîne. À l'époque, je me retrouvais aussi dans une forme d'inertie. Je ruminais sans cesse des éléments de mon passé que j'avais longtemps refusé de voir. Et puis un jour, ils sont remontés à la surface. Et alors, je revivais certaines scènes de mon enfance encore et encore, avec beaucoup d'amertume et de colère. Mais ça faisait partie du processus de guérison. C'était une étape nécessaire pour ma guérison. Parce que je sortais ce venin de moi, enfin. Je l'expulsais. Je ne le conservais plus à l'intérieur. Et ça m'a sauvé. Parce que pendant très longtemps, ce venin-là s'était retourné contre moi-même. Lui aussi, il me détruisait. Et donc, en lisant ce narrateur, j'ai revu cette phase de mon propre cheminement. Cette inertie, cette rancune violente et ressassée, je les ai connues. Mais dans mon cas, elles ont été une étape vers quelque chose de salutaire, vers une reconstruction. Parce que j'étais accompagné, j'étais dans une démarche thérapeutique, dans un cadre sécurisant, où je pouvais exprimer et comprendre ce que je vivais. Mais lui, notre narrateur, il n'a pas ça. Il n'a pas non plus l'air de faire une vraie introspection. Il pense, oui, il ressasse, il tourne en boucle. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas de transformation, pas de mise en sens, pas de lien avec son passé. Il est dans une boucle infinie. Et je crois qu'elle est là, la différence essentielle. Notre narrateur n'est pas dans une parole qui libère. Il est dans une parole qui enferme. Son intelligence l'isole. Sa lucidité le ronge. Et peut-être que cette inertie et cette amertume chez lui viennent de blessures encore plus profondes et restées ouvertes. Notre narrateur souffre d'un conflit intérieur aigu. D'un côté, il aspire à la reconnaissance, à l'amour. Il voudrait exister aux yeux des autres, être vu, être reconnu, et c'est humain. Mais d'un autre côté, il se punit, constamment. Il se rabaisse, il se prive, il se sabote. Et ça, c'est encore plus douloureux quand on n'en a pas conscience. Parce que oui, il est lucide. Ça, il le sait. Il sait qu'il est lucide, jusqu'à l'excès. Mais à mon sens, il n'a pas conscience de son fonctionnement psychique. Il ne voit pas que ce qu'il fait est un sabotage de lui-même. Et donc, ce sabotage, il le répète, encore et encore. C'est plus fort que lui. Par exemple, il repousse Lisa, alors qu'il désire sa tendresse. Il humilie ses camarades, puis il les supplie pour être leur ami. Il rejoue sans cesse
un vieux schéma à deux phases. Un schéma de bourreau suivi d'un sentiment de culpabilité. Et ce qui est frappant, c'est qu'il prend presque plaisir à sa propre souffrance. Chaque échec, chaque scène ratée, chaque moment où il humilie Lisa, où il s'humilie lui-même, renforce une forme de culpabilité qu'il entretient. Il se punit, et pour des raisons obscures. Mais en se punissant, il ressent une sorte de satisfaction. Notons aussi qu'il porte un masque de cynisme, un masque de défi et d'arrogance. Mais derrière ce masque, il y a un être déchiré, qui se pense plus bas que tous. Et donc, un être plein d'amertume, plein de reproches, plein de fantasmes et d'angoisse aussi. Un homme qui méprise le monde parce qu'il se méprise lui-même. Mais son cœur, au fond, continue de souffrir et de crier. Et c'est tout ça, pour moi, qui rend ce personnage poignant. Il est scindé. D'un côté, l'ego blessé, qui rejette tout. De l'autre, le cœur blessé, qui au fond espère encore quelque chose, même s'il ne sait pas quoi. Vous pourriez me dire, mais Stan, on est tous un peu scindés. Et vous auriez raison de dire ça. Mais chez notre narrateur, c'est quand même plus aigu. La scission est quand même plus profonde et marquée. C'est plus douloureux. Mais il est vrai que le roman nous pose à nous, lecteurs, cette question. Qui ne s'est pas senti divisé, tiraillé, ballotté intérieurement? Le mur contre lequel notre narrateur ne veut pas s'écraser fait quand même écho à nos propres limites ressenties et qui parfois peuvent nous frustrer terriblement. Ce roman met aussi en lumière le piège de l'inertie contemplative. L'inaction entretenue par une observation et une réflexion interminables devient finalement un refuge trompeur. Et en ce sens, la dimension universelle du personnage est de nous rappeler que trop réfléchir peut nous écraser, tandis qu'oser faire, concrétiser nos idées, même imparfaitement, est peut-être la clé de notre santé psychique. Je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'au bout de cette présentation. J'espère qu'elle vous a donné envie de découvrir ou de relire cette œuvre troublante, dense émotionnellement et chargée psychiquement. Je vous dis à très bientôt sur la chaîne, dans une nouvelle vidéo.